Retour encore sur le plateau, nous parlons du Mali, toujours la pression internationale qui s'abat sur les putschistes à Bamako. Est-ce qu'ils peuvent tenir le coup? La condamnation du coup d'État qui a eu lieu au Mali est générale. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, l'Union africaine, l'Union européenne, la France, même le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni sur le Mali. Cette pression internationale, Pasteur Ido, combien elle se fait de plus belle. Et on sait que quand la CEDEAO, en tout cas la communauté internationale, entre en jeu, c'est très ardu de s'en sortir. Non, la condamnation est traditionnelle. Ça a été toujours traditionnel. On a vu, la communauté internationale a toujours condamné. C'est traditionnel. Et de manière unanime. De manière unanime. Mais je crois quand même que j'ai suivi un Malien dire que la CEDEAO ne leur donne pas à manger, les Nations Unies ne leur donnent pas à manger, le Conseil de sécurité ne leur donne pas à manger, et c'est eux les Maliens qui ont faim. J'ai suivi un Malien comme ça. Vous êtes d'accord avec lui? Alors ça dit, non, en partie, je crois quand même que le Mali ne peut pas exister en vase clos. Hein? Il y a des partenaires. Le Mali a ses partenaires. Et les militaires l'ont bien dit, que tous les accords seront respectés. Les partenaires sont restés les mêmes. Bon, maintenant, est-ce que c'est pas bon, c'est de la bonne foi? Est-ce que c'est pas la bonne foi qui sont en train de le dire? Personne ne saurait dire, parce que beaucoup de militaires, à l'exception de quelques officiers qui sont parvenus au pouvoir par des coups d'État, ont respecté leur engagement. Ils sont peu. La plupart d'entre eux viennent, prennent le goût et puis s'installent même, préfèrent même aller aux élections pour y rester. Bon, donc, leur parole ne doit pas être prise comme parole d'évangile. Maintenant, devant la pression internationale, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont lâcher? Les militaires vont lâcher prise. Parce que la CEDEAO a eu des mots très durs. Je lis ici, par exemple, le point C. La CEDEAO rappelle aux militaires leur responsabilité dans la sûreté et la sécurité du président Ibeka et des officiels arrêtés, exige la libération immédiate de Ibeka et de tous les officiels arrêtés, suspend le Mali de tous les organes de décision de la CEDEAO, décide la fermeture des frontières et aériennes, ainsi que l'arrêt de tous les flux et transactions économiques, commerciales et financières avec le Mali. Vous savez, ça c'est une belle littérature. Ça c'est une très belle littérature. Mais vous savez, quand le Mali représente un intérêt pour beaucoup de ces institutions. Et quand c'est comme ça, c'est normal qu'ils condamnent, mais très bientôt, les affaires vont reprendre. Les affaires vont reprendre certainement, parce que leur intérêt y est. Voilà un peu la situation. C'est parce que je vais vous contredire sur ce point. Non, parce que laisse-moi, est-ce que je peux aller jusqu'au bout? leur intérêt y est. Bon, donc, aujourd'hui, il va falloir quand même que les militaires fassent preuve de bonne foi, en faisant rapidement, en tenant à leur parole, en mettant un groupement de civils, en remettant le pouvoir aux civils, peut-être un président intérimaire, je ne sais pas comment, quelle sera la formule, mais comme pour pouvoir rapidement aller à une élection. Mais l'ordre constitutionnel n'est plus possible au Mali. Mais libérer le IBK et tous les ministres et ses collaborateurs, je crois que ça, c'est ce que nous tous nous demandons. Que d'ailleurs ils ont dit qu'ils n'ont pas touché à un de ses cheveux et ils vont le garder, mais jusqu'à quand? Mais l'essentiel c'est qu'ils soient en sécurité et qu'on puisse leur laisser la liberté, parce que on ne peut pas porter atteinte à leur dignité. Voilà, parce que deux exemples. Le premier exemple, c'était la Côte d'Ivoire en 2010. Le même discours de la communauté internationale avait été tenu. Avec Gbagbo a eu chaud. Regardez par exemple, arrivé à un moment donné, 2010-2011, c'était en 2011, on a fermé toutes les institutions financières. Les affaires ne circulaient plus. L'argent ne circulait plus dans le pays. Donc Gbagbo a été asphyxié. Ça veut dire que si la communauté internationale est sérieuse, elle peut aboutir. La Côte d'Ivoire, vous savez ce qu'elle représente dans la région ouest africaine. Mais elle a subi une certaine pression au temps de Gbagbo. Et Gbagbo, au finish, a été arrêté. Donc juste dire... Si a été arrêté comment? Gbagbo, je parle de Gbagbo. Oui, bien sûr, et tout le monde sait. L'arrestation de Gbagbo, oui, Gbagbo on sait pourquoi. Je continue. On sait pourquoi Gbagbo a été arrêté. Je sais que vous êtes défenseur de droits de l'homme. Et donc, on peut s'inspirer de l'exemple de la Côte d'Ivoire pour l'appliquer au Mali.
Le deuxième exemple, c'est avec Dadis Camara. Dadis Camara arrivé à un moment donné, il ne voulait plus respecter personne. Il a chassé, il doit avoir chassé l'ambassadeur allemand à l'époque. Il a dit à Bernard Kouchner que Bernard Kouchner, qui était ministre des Affaires étrangères de Sarkozy à l'époque, vous êtes ministre, moi je suis chef d'État, et c'est moi c'est mon fils qui vient d'avoir le bac, qui me donne des conseils. Donc vous imaginez, il a raconté tant de bêtises aux diplomates et à la communauté internationale. Et la communauté internationale lui a dit, on ne veut plus de vous. Et un jour, on a trouvé un Toumba Diakité qui a tiré sur lui, et on l'a évacué au Maroc. Et après, il doit être actuellement au Burkina Faso, à Ouagadougou. Donc, juste dire que là, si la communauté internationale est sérieuse, ces militaires ne pourront pas tenir. On va les évacuer. Ouais, On va les prendre. Et pour arriver à quoi? Des parties du jeu. Pour faire venir Ibeka? Non, pas pour faire venir Ibeka. Oui. Mais peut-être pour restaurer l'ordre constitutionnel et peut-être remettre le pouvoir aux civils. Ouais, c'est ce qu'ils vont faire. C'est ce qu'ils ont promis de faire. Je reviens toujours à ce complot avec l'imam Diko. Parce que quand vous suivez ce discours de Ibeka, c'est presque les mêmes revendications de l'imam Diko et du peuple. Moi, je dis qu'il y a quelque chose que cela cache jusqu'à présent. De toute façon, la pression de la communauté internationale, c'est vrai qu'on peut dire tout ce qu'on veut, mais elle est très forte. Hein. Personne n'en disconvient. Donc, Parce que quelles sont les marges de manœuvre pour les putschistes? La marge de manœuvre, c'est d'organiser les acteurs politiques et civils, remettre le pouvoir. Eux-mêmes, ils se retirent en tant que des militaires. Et c'est tout. Puisque c'est ce qu'ils peuvent faire. Ils ne peuvent pas aujourd'hui contrôler le pays. Ils ne peuvent pas diriger le pays. Ils ne le peuvent pas. Ça, il faut le reconnaître. C'est pourquoi, dans leurs propos, ils ont dit que les civils, la société civile et les acteurs politiques vont se retrouver rapidement pour qu'il y ait un président de transition pour pouvoir parvenir à organiser des élections et que les gens, les autorités, les gens soient élus démocratiquement. Je crois que c'est ça le seul mal de manœuvre. Mais s'ils veulent rester galonnés au pouvoir, ce qui doit leur arriver, c'est que eux, ils peuvent trouver à manger. Parce qu'à l'interne, ils peuvent grignoter certaines petites richesses, peut-être trouver des couloirs. En tout cas, quand c'est comme ça même, vous savez, quand il y a de l'embargo. Vous savez, il y a de l'embargo, mais on se demande comment des fois des choses viennent à l'intérieur, d'une manière ou d'une autre. Demandez à Zida. Non, je dis oui. Même quand il y a d'embargo sur les armes, pourquoi on fournit encore les armes? D'embargo, un pays est mis sous embargo, mais les armes viennent encore. Les armes rentrent toujours. Bon, donc c'est pour dire quand même qu'ils vont trouver quand même des failles pour mener certaines petites activités, mais ils seront économiquement, ils vont être asphyxiés, comme il a dit tout à l'heure. Mais je crois qu'il faut remettre rapidement le pouvoir à un gouvernement civil qui puisse organiser les élections après la transition. C'est leur seule marge de manœuvre. Dans le cas échéant, ils ne pourront rien faire. Avant que vous nous posiez votre question, ils pourront s'inspirer de ce qui s'est passé au Burkina Faso. Parce que c'était les militaires qui avaient pris le pouvoir au départ avec Zida, mais après ils ont remis le pouvoir à Kafando, qui a conduit la transition. Qui a conduit la transition jusqu'à l'élection. Donc ils pourront s'en inspirer. C'est la seule piste. Et peut-être ce colonel Camara pourrait devenir Premier ministre comme... Non, moi je ne le veux même pas. Au tas de Zida. Je ne le veux même pas au sein du gouvernement. Vous imaginez ce qui se passe? On ne le veut même pas au gouvernement. De toute façon, ces militaires ne peuvent pas dire que nous allons faire comme nous voulons. Ils sont obligés de conjuguer avec la communauté internationale. Bien sûr. Ils n'ont aucune marge de manœuvre. Mais vous savez, attendez. Qu'est-ce que vous appelez? C'est les gens qui font la communauté internationale. Hein? Oui, mais ils ne pourront rien. Les gens qui font la communauté internationale. Ils ne pourront rien. Vous savez, au départ, je reviens toujours à cet exemple burkinabé. Au départ, c'était Zida qui avait pris le pouvoir. Hein. Vous vous rappelez? Oui, le colonel Zida. Oui, mais la communauté internationale l'a appelé. Il a dit, monsieur, remettez le pouvoir. Il a lâché. Il a lâché. Donc aujourd'hui, si la pression peut encore être forte, je pense que le colonel Camara, c'est le colonel, n'est-ce pas? Il pourrait céder et remettre le pouvoir. Peut-être on va aller chercher un Konaré ou un ancien ministre des Affaires étrangères malien pour le placer à la tête du pays. Et peut-être, si les militaires veulent toujours avoir un coup d'œil dans le dispositif, peut-être on pourrait les nommer peut-être à la tête de sécurité ou de défense. Je posais la question là tout à l'heure à mon invité, qu'on a parlé également loin à l'âge du Mali. Est-ce que l'opposition malienne aussi n'est pas un peu responsable de la situation actuelle en refusant toutes les issues proposées par Ibeka? Oui, mais toutes les issues proposées par Ibeka, est-ce que
effectivement, On peut beau juger Ibeka, mais mettons-nous à sa place. est-ce que ces issues, les propositions d'Ibeka convenaient? Elle ne faisait aucune contre-proposition non plus. Oui, mais parce que, qu'est-ce qu'elle a dit? Un gouvernement d'union nationale. Un gouvernement d'union nationale. C'est à l'opposition de dire oui, nous voulons tel poste. Alors que Ibeka n'avait rien dit concernant les députés mal élus. Oui, mais la CEDEAO avait tranché ça. Oui, mais ça n'a pas donné. On aurait pu rapidement. On a eu une nouvelle Cour constitutionnelle qui allait se prononcer sur les résultats, revenir sur les résultats. On aurait aimé que ces députés-là démissionnent juste après le cahier de charge, cet aspect-là du cahier de charge-là, que réellement, si Ibeka voulait une solution, devait obliger ces élus, c'est les élus de son parti, devait les obliger. Juste après la CEDEAO dit démission, et ils démissionnent. Au moins, on pouvait tenir compte de ça pour pouvoir dire à l'opposition qu'elle est de mauvaise foi. Au moins, une partie de ces députés-là est démissionnée. Ça n'a pas été le cas. Donc, l'opposition, parce que vous savez que l'affaire de son opposant qui est toujours Soumaïla Cissé, au maître des djihadistes, personne ne connaît son sort aujourd'hui. Moi, je me suis dit peut-être que les djihadistes vont le laisser juste après cet événement. C'est ce que c'est moi qui j'imaginais ainsi, mais on l'a pas encore vu ainsi. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, la situation est complexe et que il va falloir quand même que, c'est vrai que l'ordre constitutionnel n'est plus possible, il va falloir que la CEDEAO, d'une manière ou d'une autre, parce que nous sommes dans la CEDEAO, qu'on ne le veuille pas, même si on attend la dissolution un peu partout, quand vous lisez, les gens demandent la dissolution de la CEDEAO, parce qu'au lieu d'être une communauté des peuples, c'est une communauté des chefs d'État, tout ce qu'on est en train de lire, c'est que les gens, quand vous prenez, quand il est question aujourd'hui... Vous aimez beaucoup la CEDEAO. Quand il est aujourd'hui question que les peuples, le peuple même, des millions de peuples qui constituent l'espace communautaire, s'il s'agit de voter une éventuelle dissolution de la CEDEAO, parce que les gens sont amers contre l'intervention de la CEDEAO un peu partout. Ça n'engage pas, ça ne va pas dans l'intérêt des peuples. C'est toujours pour soutenir les chefs d'État en difficulté. Et dans ce cas précis, le Mali est très vaste. C'est un continent, enfin, c'est un pays continent. Il va falloir quand même que ces organisations internationales voient la situation qui se présente au Mali. La situation doit être revue autrement. Mais Samuel, votre question est pertinente parce que quand vous voyez toute l'histoire, l'opposition a été absente. Oui, parce que l'opposition, la CEDEAO en réalité a manqué d'interlocuteurs. C'est là où s'est posé le problème. Trouvé M5. Non, M5 n'était pas... M5 est constitué de l'opposition et de la société civile. C'est beaucoup plus la rue. C'est beaucoup plus... Non, il y avait des partis politiques. Il y avait des acteurs politiques. L'opposition sérieuse n'a pas été comme... Non, vous parlez de l'opposition sérieuse, c'est quoi? Oui, comme interlocuteur crédible. Soumaïla Cissé aurait été présent, peut-être la donne se serait énoncée autrement. Oui, mais parce qu'il fait le poids, c'est vrai. Oui. Un imam s'est immiscé, a fait illusion dans cette chose. C'est tout cela qui a compliqué la situation. C'est tout cela qui a compliqué la situation. Regardez pas avec ce qui s'est passé au Togo, c'est parce qu'on a arrivé à un moment donné, la CEDEAO a eu en face des interlocuteurs crédibles, des interlocuteurs sérieux, comme la C14, des responsables de partis politiques qui ont été sérieux, qui ont été des responsables, avec qui la CEDEAO a eu à échanger avec le parti au pouvoir. Donc, le jeu a été beaucoup... Ces interlocuteurs qu'elle a dribblés. Le jeu a été beaucoup plus intéressant. Vous seriez à la place de la CEDEAO, vous feriez quoi? Vous feriez quoi? Elle a dribblé ses interlocuteurs. Vous seriez à la place de la CEDEAO, vous ne ferez rien. Parce que quand vous parlez de CEDEAO des chefs d'État, mais il doit y avoir une différence entre des chefs d'État et des peuples. Les peuples, c'est des peuples, c'est ce que nous parlons dans la rue. Les chefs d'État ne peuvent pas se comporter comme des peuples. Non, mais bien sûr. Ils ont une certaine maturité. Le peuple manque de cette maturité-là. La maturité dont vous parlez des chefs d'État, c'est le fait de vouloir rester éternellement au pouvoir, de changer la constitution. C'est tout ce qu'on voit. Changer la constitution, rester au pouvoir. Changer la constitution, rester au pouvoir, c'est ça. C'est la seule vision que les chefs d'État ont. Attendez, nous n'allons pas faire ce débat
débat-là... Oui, mais ce débat, de révision de la ce débat s'amène. Ce débat-là, moi, je ne reproche pas ça au chef d'État de la CEDEAO. Hein. Il faut reprocher ça aux juristes. Tant que ce débat-là existera, il y aura toujours ce problème d'alternance-là. Quel juriste? Écoutez, parce que vous pouvez verrouiller... Vous pouvez verrouiller toutes les constitutions. De pouvoir, ça leur plaît. Ça leur plaît. Ça leur plaît de rester. Ils savent que 2 mandats, c'est 2 mandats. Ils savent que 2 mandats, c'est 2 mandats. Pasteur de combien? Une seconde. Ils savent bien. Pasteur de combien? Oui. Tant qu'il y aura le droit et qu'il y aura toujours cette possibilité de réviser les constitutions, le problème d'alternance ou le problème de limitation de mandat ne sera jamais résolu. Je m'explique. Vous pouvez limiter le mandat. Vous dites, il fait 2 mandats et il part. Mais tant qu'en droit, il existe toujours, ce problème de rétroactivité, de la non-rétroactivité, et de possibilité de réviser la Constitution, le problème ne sera jamais résolu. Par exemple, avec la Constitution même du Togo, on peut encore réviser. Dans toutes les constitutions, Russie, le président russe vient de le faire. Donc, ce qui veut dire que, en réalité, si vous voulez régler ce problème sur le plan juridique, le problème ne sera jamais résolu. Vous allez voir les mandats limités, mais ces mandats ne seront jamais limités. Mais ces juristes sont des juristes mercenaires. D'accord. Les juristes aussi. Des juristes mercenaires. C'est pas ce débat que nous faisons. C'est des juristes mercenaires. Restons au Mali, je parlais de l'opposition. Elle doit être donc associée à une période de transition éventuellement. Oui, bien sûr. Bien sûr. Je crois que j'aurais donné de crédit à ces militaires si, après tout ça, ils laissent l'opposition à la société civile devant. Ils sont derrière. Et je crois que la communauté internationale finira par collaborer avec les gens qui sont en place pour avoir un autre Mali, pour avoir un Mali avec un gouvernement, avec des institutions en place. Mais si c'est avec les militaires, je crois que la pression va encore s'accentuer. Donc c'est pourquoi ce que je recommande, ce que je propose, je conseille à ces militaires, c'est de s'effacer et de laisser l'opposition à la société civile. Pourquoi pas retrouver, mais on peut retrouver même des gens en tout cas, c'est le Mali. C'est le Mali, on peut retrouver même des gens de IBK, constituer encore un autre gouvernement. C'est possible. Mais c'est ce qu'on peut faire. Comment on a fait au Burkina Faso? C'est ce qu'on peut faire. Donc, je crois que les militaires, rapidement, doivent laisser la place aux acteurs, aux civils, pour que la pression internationale s'estompe peu à peu jusqu'à ce que, au moment des élections, on puisse s'organiser et que des gens élus, des gens élus puissent présider aux destinées de ce grand pays que nous aimons tant, qui est le Mali. Vous pensez personnellement que de toute façon une période de transition va s'ouvrir? Elle devrait durer combien de temps? Moi, 1 an. Délai raisonnable. Délai raisonnable. Tu rejoins nos amis militaires. Un délai raisonnable. Si ça dépasse 1 an, ce sera du cafouillage. Les Burkinabés, nous devons les applaudir dès demain. Parce qu'ils ont tenu dans le temps. Oui, ils ont tenu dans le temps et ça a été vraiment nickel. Blaise a quitté en octobre 2014 et en octobre-décembre, on a organisé les élections. Donc ça a été fabuleux. Donc, les Guinéens, avec Dadis Camara, n'ont pas pu respecter le délai. Ils voulaient dépasser. Jusqu'à 18 mois. Il avait promis ne pas se représenter, mais au finish, il voulait se représenter. Il a dit le peuple lui a encore fait confiance, donc il voulait se représenter. Mais si les hommes burkinabés peuvent les servir, peut les inspirer, au moins 1 an, c'est une bonne chose. D'accord. Voilà qui nous amène maintenant à la pause. On va revenir après pour le dernier sujet.